Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas essayer de mettre Facebook à l'extérieur du reste du web. Un des points essentiels dans une stratégie numérique réussie, en tout cas une stratégie de communication sur le web, c'est de bien comprendre qu'il y a plusieurs espaces de communication sur le web et qu'on va pouvoir les investir et qu'il va falloir travailler sur des liens entre ces différents espaces. Donc le premier espace de l'association, ça sera son site web. Des gens qui cherchent les locaux de la Croix-Rouge pour pouvoir amener des vêtements à la Croix-Rouge. Ils vont chercher l'adresse, ils vont taper la Croix-Rouge à Rouen ou la Croix-Rouge au Havre et ils vont vouloir trouver un certain nombre d'informations et notamment l'adresse et où est-ce qu'on peut déposer les vêtements et éventuellement d'autres informations sur ce que fait la Croix-Rouge. Donc le site web, ça sera le réceptacle de l'information de base et c'est très important qu'il y ait de la visibilité. À côté de ça, c'est important de comprendre que sur Internet, pour acquérir de la visibilité, c'est important de publier du contenu. Un site web avec juste 8 pages qui présente le contact et finalement avec très peu de texte, ça sera un site web qui ne sera pas du tout visible. Je vous en ai déjà parlé dans les cours précédents. Il faut bien comprendre qu'on optimise une page par rapport à un mot-clé ou une expression clé. Et typiquement, ça peut être intéressant pour la Croix-Rouge de dire futur professeur, vous devez passer un examen de secourisme pour pouvoir valider votre diplôme et pouvoir devenir effectivement professeur. Et d'avoir vraiment un article spécifiquement sur cette question-là. Et donc, c'est intéressant de réfléchir, au-delà de cette question, à toutes les questions qui peuvent être traitées. Toutes les questions qui seront intéressantes pour les différentes cibles. Et donc, on les traitera une par une, de manière à pouvoir comme ça aborder un ensemble de sujets et à positionner chacun de ces articles sur un mot-clé qu'on va faire en sorte de faire ressortir dans le moteur de recherche. Donc le blog, c'est le réceptacle idéal parce que c'est la possibilité de créer une page, un article qu'on va optimiser par rapport à des mots-clés. Je ne vais pas rentrer de plus en avant sur les éléments clés du référencement, ça nous occuperait toute la journée, mais bon, déjà une première approche importante. Donc potentiellement, le blog d'ailleurs peut être intégré dans le site web. Un blog, c'est juste une fonctionnalité. Si c'est la seule fonctionnalité du site web, dans ces cas-là, on dit que le site web c'est un blog, mais potentiellement, ça peut être juste une fonctionnalité qui peut être l'accompagnement de la Croix-Rouge, ou nos actions au quotidien, ou informations pratiques. On peut imaginer de mettre un blog dans chacune de ces rubriques du site web. Et dans ces cas-là, c'est la fonctionnalité qui est importante. Et la fonctionnalité permet quoi? De publier une pile d'articles, le dernier article publié étant en haut de la pile, et de faire en sorte qu'on puisse avoir une entrée thématique par rapport à ces différents articles. C'est-à-dire sur la droite ou sur la gauche, d'avoir un menu qui dit informations pratiques, nos actualités, ou tout un ensemble comme ça de rubriques qui sont intéressantes sur le blog. C'est important de bien comprendre aussi que sur le web, aujourd'hui, il y a des grandes plateformes orientées médias, qui sont des carrefours d'audience. Donc, vous connaissez YouTube, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous connaissez peut-être moins SlideShare, mais je crois que je vous en avais déjà parlé aussi dans un des cours précédents. SlideShare, c'est le YouTube de la présentation PowerPoint. Donc, on peut imaginer que la Croix-Rouge fasse des documents un peu plus robustes, des documents de communication, qui soient par exemple intitulés 10 conseils pour les jeunes parents pour éviter l'étouffement de leur enfant au moment de manger. Et donc dans ces cas-là, dans ce document, eh bien, on va mettre tout un ensemble d'informations. Et ce document, eh bien, on va pouvoir le mettre sur SlideShare, l'héberger sur SlideShare et l'intégrer sur le site web comme on pourrait intégrer une vidéo. Et donc là, les intérêts, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir avoir un joli document, faire un document de communication avec une belle maquette, ou potentiellement faire un PowerPoint, tout simplement, un joli PowerPoint qu'on va héberger sur SlideShare, qu'on va diffuser par exemple par email. On va envoyer un email avec le lien vers ce document aux différents adhérents, et on va le valoriser aussi sur la page, sur une page web du site. Et on va bénéficier en plus du trafic, de l'audience qu'il peut y avoir sur SlideShare. Donc vous voyez bien, c'est important d'essayer de comprendre où est-ce qu'on a intérêt à aller en termes de plateforme. Est-ce qu'on fait de la vidéo? Est-ce qu'on choisit de faire de la vidéo? Est-ce qu'on met des vidéos en ligne sur YouTube pour aussi pouvoir bénéficier de l'audience de YouTube?
Alors tout cela nécessite bien entendu des compétences. Si on fait de la vidéo, il faut avoir un peu de compétences audiovisuelles. Si on fait de l'édition, il faut maîtriser InDesign, des logiciels spécialisés dans l'édition de jolis documents graphiques. Donc tous ces médias, pour pouvoir faire des jolies choses, impliquent des compétences, et donc ça va impliquer de former aussi potentiellement des bénévoles si les compétences ne sont pas déjà présentes dans l'association. Ces médias donc vont rentrer en résonance avec le site web et vont pouvoir ramener de l'audience. À côté, il va y avoir toute l'approche Facebook, social marketing. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer un lien justement entre le site web et Facebook? Quelles sont les attentes des gens qui sont sur Facebook et comment est-ce qu'on va pouvoir à la fois valoriser des articles du blog sur Facebook, mais aussi sans doute autre chose, parce que peut-être que l'association n'aura pas la force éditoriale suffisante pour pouvoir diffuser au quotidien 2 ou 3 informations sur Facebook, 2 ou 3 posts. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir diffuser du contenu qui soit du contenu autre que le contenu du blog ou que le contenu officiel de la Croix-Rouge. Encore une fois, ça peut être du contenu qui provient des médias sociaux, du compte de la Croix-Rouge, du compte de la Croix-Rouge Seine-Maritime, du compte de la Croix-Rouge nationale, mais aussi potentiellement ça peut être d'autres vidéos qui sont dans l'univers de la Croix-Rouge. Alors si ce n'était pas une association, si c'était plutôt une entreprise, dans ces cas-là on parle d'univers de marque. Ça c'est très important, la notion d'univers de marque, et on y reviendra parce que c'est au cœur d'une bonne stratégie réussie sur Facebook. Donc là encore une fois, à renvoyer des gens vers les vidéos, poster des vidéos sur Facebook, renvoyer des gens sur le blog, et poster des liens sur Facebook qui ramènent vers le blog. Le pendant qui cible les entreprises, Facebook c'est plutôt orienté grand public, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des cibles de la Croix-Rouge au niveau local, c'est les entreprises, soit à travers la dimension de mécénat que tu avais souligné, soit à travers la dimension de formation des CHS, Comité Hygiène et Sécurité. Et donc les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn ou Viadeo notamment, sont très intéressants pour ça. Parce qu'on va pouvoir identifier tout un ensemble de portes d'entrée, des responsables communication, des responsables CHS, qui ont ces éléments qui sont spécifiés sur leur fiche Viadeo. Donc on a un moteur de recherche sur Viadeo et LinkedIn qui va nous permettre de pouvoir vraiment identifier ces personnes-là et donc ensuite avoir les contacts qu'on va pouvoir joindre directement. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler le standard de la Matmut en disant « Bonjour, je voudrais avoir la personne qui est chargée du mécénat, c'est la Croix-Rouge ». Et là, la standardiste dont le boulot c'est de refuser un maximum d'appels, eh bien là la standardiste elle va vous dire est-ce que vous pouvez patienter une minute s'il vous plaît, je vois si la personne est déjà en ligne. Et puis finalement ah non désolé la personne est déjà en ligne, est-ce que vous pouvez rappeler plus tard. Et alors que si vous appelez un peu différemment en disant bonjour, je voudrais parler à monsieur Dupont qui est responsable des partenariats, est-ce que vous pouvez me le passer. Si vous avez déjà le nom, que vous avez un ton un peu convaincant, eh bien, vous avez une chance non négligeable de pouvoir être mis directement en ligne avec la personne. Donc c'est très important comme ça d'identifier les contacts. Et donc Viadeo, ça permettra d'identifier les contacts, sachant qu'il faut bien comprendre aussi que dans les entreprises, ça c'est une autre petite astuce, toutes les entreprises ont généralement une logique de nommage des adresses email qui est toujours la même. C'est-à-dire que si vous avez compris que c'est nom.prénom le nom de l'entreprise.com et que vous avez déjà le nom et le prénom, félicitations, vous avez l'adresse email. Donc vous allez pouvoir comme ça vous faire des fichiers d'adresses mail ciblées qui va vous permettre ensuite de faire des campagnes ciblées. Donc si vous avez le nom et le prénom de la personne, félicitations, vous avez l'adresse email et vous allez pouvoir structurer des fichiers qui sont des fichiers qualifiés de personnes et vous allez pouvoir faire des newsletters par ailleurs. Donc ça c'est très intéressant. Et alors il y a quand même des lois qui encadrent les newsletters et le spam, on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est d'envoyer des mails qui sont personnalisés. Si vous envoyez un mail personnalisé « Bonjour monsieur machin »,
je vous sollicite pour une demande de rendez-vous pour vous présenter notre action, et bien dans ces cas-là, ça fonctionne. Si vous envoyez un mail type, là par contre, c'est du spam. Donc la différence est assez subtile, sauf que à travers justement le travail que vous faites sur Viadeo LinkedIn, vous identifiez nom, prénom, vous avez l'adresse email, et il y a aujourd'hui tout un ensemble de logiciels qui vous permettent d'automatiser comme ça les champs nom et prénom, et donc vous allez pouvoir finalement automatiser des campagnes tout en étant dans les clous par rapport aux règles du spam. Donc ça fonctionne par contre uniquement sur le B2B. C'est-à-dire que vous avez le droit d'envoyer ce type de mail à des professionnels. Vous n'avez pas le droit de le faire à des particuliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de emailing, là encore une fois, ça nous amènerait un petit peu trop loin. Mais en tout cas, c'est des éléments qui sont importants à connaître. Donc vous voyez bien que pour une association comme la Croix-Rouge au niveau local, il y a tout un écosystème qui peut être très pertinent. Encore une fois, il n'est pas question d'être partout. Il va falloir faire des choix. Ou alors il va falloir avoir une équipe, parce que derrière chaque réseau, potentiellement, si on met des vidéos sur YouTube, ça veut dire qu'il faut du savoir-faire audiovisuel. Si on met des éléments sur SlideShare, ça veut dire qu'il faut savoir faire des jolis PowerPoint, un minimum, et créer du contenu intéressant. Si on démarche des gens sur Viadeo et LinkedIn, hein, ça veut dire qu'il va falloir envoyer des mails à ces personnes-là. Si on choisit d'avoir une page Facebook, il va falloir l'animer. Tout ça, c'est du temps et c'est des compétences. Donc, toujours garder en tête qu'il faut faire des choix. Alors, petit point sur les bases d'une stratégie numérique réussie. Quand on a une petite structure, il y a 4 piliers qui sont essentiels à considérer. Le premier point, quand on a une structure au niveau local, il faut bien comprendre que les gens vont vous chercher localement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans Google la Croix-Rouge, Le Havre. Et dans ces cas-là, le référencement dans Google Maps est absolument essentiel. Ça passe par la création d'une fiche dans Google Maps, c'est assez simple. Donc, je ne vais pas vous détailler comment fonctionne tout ça, hein, mais ce qu'il faut faire, c'est créer la fiche dans Google Maps, bien la remplir, et faire en sorte de glaner aussi des avis. C'est ce qui va vous permettre de remonter dans les classements. Faire en sorte d'avoir un site web qui est relié à cette fiche, qui est bien référencé. Et en travaillant sur ces deux aspects-là, votre fiche elle va remonter. Deuxième aspect très important, c'est choisir où est-ce qu'on va sur la présence web. Je vous ai parlé de différents aspects. Je vous ai parlé du site web, éventuellement d'intégrer des fonctionnalités blog, éventuellement aller sur YouTube ou Dailymotion. D'ailleurs, s'il faut choisir entre YouTube et Dailymotion, choisissez YouTube, parce que c'est là où il y a le plus d'audience. Mais gardez en tête que le temps de la création d'une vidéo, il est tellement important que finalement, ajouter la vidéo sur YouTube et sur Dailymotion, c'est un coût marginal en termes de temps. Ça vous prend finalement que 20 minutes de plus, alors que la création de la vidéo, vous avez déjà créé plusieurs heures. Et néanmoins, il y a quand même des audiences significatives sur Dailymotion. Donc c'est intéressant quand même de mettre les vidéos sur les deux plateformes. Donc choisissez des endroits et faites-le bien. Donc ça, c'est la présence web. Troisième point absolument critique dans une stratégie de communication numérique, c'est les fichiers clients. Les fichiers clients, qu'est-ce que c'est ? Ça va être nom, prénom, ça va être le sexe aussi. Ça, c'est très intéressant d'avoir le sexe parce que ça permet de faire des mails personnalisés. Bonjour monsieur machin, bonjour madame machin. Et si vous n'avez pas le sexe, ça vous permet tout de suite, ça évacue toute une possibilité de personnalisation automatisée. Donc, dans vos fichiers clients, intégrez aussi le monsieur madame. Intégrez aussi les numéros de téléphone portable dans la mesure du possible. Parce que les numéros de téléphone portable, ça permet de faire un truc génial, ça permet de faire des campagnes de SMS. Et il faut bien comprendre que la campagne de SMS, au jour d'aujourd'hui, c'est le Graal de la communication marketing, parce que les gens sont addicts à leur téléphone portable, ils l'ont toujours sur eux. Et quand ils ressentent une petite vibration de leur téléphone, ils le dégainent. Et on a des taux de lecture qui sont totalement hallucinants. C'est-à-dire qu'on a des taux de lecture par SMS qui sont de 95%. C'est totalement hallucinant. 95% dans les moins de 5 minutes. Donc en termes de capacité de communication, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus performant. Par contre, ça veut dire
recueillir ces numéros, ce qui n'est pas forcément toujours facile, parce que beaucoup de gens sont réfractaires à donner leur numéro de téléphone. Et il faut en plus recueillir leur autorisation, parce qu'il faut faire les choses bien. Bon, encore une fois, ça nécessiterait de travailler là-dessus, donc je ne vais pas pouvoir développer plus que ça. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent d'envoyer des SMS, comme on peut envoyer des emails, hein, et qui permettent aussi de personnaliser les SMS. Cher Madame Machin, cher Monsieur Machin, en tant que mécène, nous vous invitons à tel événement, blabla, tel jour. Gardez en tête aussi que ça peut être intéressant dans le fichier client de rajouter une case smartphone ou pas smartphone. Pourquoi ? Parce que si on envoie un SMS avec un lien et que c'est un smartphone, la personne va pouvoir cliquer sur le lien et là on a tout un nouveau champ de capacité marketing qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des liens vers des services, on va pouvoir envoyer des liens vers de l'information, on va pouvoir envoyer des liens qui ramènent sur des formulaires d'inscription à un événement. Donc vous voyez bien qu'on a comme ça plein de possibilités très intéressantes de communication digitale en direction des smartphones. Et donc là, je vous en ai parlé un petit peu. Le dernier pilier, c'est communication par SMS et par newsletter. SMS, 95% de lectorat. Newsletter, si vous êtes bon, vous dépasserez très difficilement les 20 à 30% de taux de lecture. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Et qu'en plus, on envoie une newsletter, mais il n'y a pas que l'ouverture qui compte. Il faut que les gens ouvrent la newsletter et ensuite cliquent sur les liens qui sont dans la newsletter et qui ramènent vers le site web. Et là, on a des taux qui sont extrêmement faibles. Donc, si on veut être efficace par rapport à une newsletter, ça veut dire qu'il faut avoir des volumes très conséquents dans le fichier. Et ce n'est pas avec 500 ou même 1000 personnes dans votre fichier de newsletter que vous allez pouvoir faire du marketing efficace. Les masses critiques, elles commencent plutôt à 5000 ou 10 000 personnes dans le fichier de newsletter. Alors qu'on peut commencer à faire des choses extrêmement performantes en matière d'e-marketing avec des SMS dès lors qu'on a 500 numéros dans le fichier. Donc vous voyez bien, les proportions sont différentes et donc c'est très intéressant de s'intéresser aux téléphones portables. Donc je récapitule dans la base de données, sexe, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, éventuellement société si c'est un professionnel, éventuellement si c'est un bénévole, si c'est un mécène. Vous voyez bien, ça commence avec une base de données structurée qui va nous permettre de faire une communication segmentée. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer les mêmes informations aux mécènes que les informations qu'on envoie aux bénévoles. C'est intéressant aussi de segmenter encore dans les différents bénévoles en fonction de ce sur quoi ils font du bénévolat. Donc voilà, la segmentation après ça peut être assez fin, hein, ça peut être presque infini, on peut segmenter à l'infini. À un moment donné, il faut faire un choix entre des segments qui sont très fins, mais où il n'y a personne, et des segments, l'absence de segments, donc communication, la même communication pour tout le monde. Il ne faut pas aller trop loin, mais il faut aller suffisamment loin pour avoir une communication pertinente. Alors, ce qui nous guette quand on est dans une communication numérique, c'est il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci, t'as qu'à ouvrir la page Facebook, et puis pour le compte Twitter, ça prend 2 minutes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, il va falloir animer tout ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au premier cours. Chaque projet numérique, c'est temps, objectif et moyen. Et c'est au centre de ça qu'on a un projet.